De Fabien Roussel à Emmanuel Macron, en passant par Éric Ciotti et Ursula von der Leyen, la classe politique française et européenne rend hommage à Jacques Delors, le père de l'euro, qui vient de décéder à l'âge de 98 ans. De même, les grands médias enchaînent les articles élogieux sur l'un des derniers pères fondateurs de l'Europe, ou encore regrettent la disparition du dernier catholique de gauche. Depuis Washington, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, salue ce visionnaire qui a contribué à construire une Europe libre et unie. Mais qui au juste était vraiment Jacques Delors ? Et quelle marque a-t-il laissé dans la politique française et européenne ? Au risque de décevoir ses admirateurs, nous estimons qu'il fut surtout l'homme de 4 grandes trahisons. Trahison tout d'abord du catholicisme social dans lequel il a été élevé, trahison ensuite du socialisme français pour lequel il s'est engagé très tôt, trahison ensuite de la souveraineté française et trahison de l'Europe elle-même, ce qui est le grand paradoxe de sa longue et fructueuse carrière. Jacques Delors naît dans une famille catholique de la petite classe moyenne. Dans un entretien en 2009, il explique les événements qui marquèrent son enfance et qui vont profondément influencer sa carrière politique. Citation : « J'étais européen pour des raisons de fond, très instruit par mon père, blessé à 90% à la guerre 14-18, qui voyait avec effroi revenir les mêmes tragédies. Il aurait pu garder un ressentiment, mais j'étais frappé par le fait qu'il voulait dépasser sa situation. Il pensait qu'il fallait trouver une autre voie que ces guerres fratricides. On en était déjà à la 3e en 1940. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai écouté l'appel de Robert Schuman le 9 mai 1950. On peut donc dire que le traumatisme des guerres et le rejet des haines nationalistes qui ont marqué l'Europe au XXe siècle ont eu un impact très important sur la génération de Jacques Delors. Ce sentiment, fondé dans des expériences réelles, explique en grande partie le pouvoir de séduction que l'idée fédérale européenne va exercer dans une partie de l'opinion publique, en particulier dans les milieux catholiques. Élève brillant, Jacques Delors débute sa carrière de façon assez modeste à la Banque de France, avant de connaître une ascension fulgurante au sein de cette institution. Malgré son éducation chrétienne, Delors évolue rapidement vers cette forme d'apostasie politique qu'est le catholicisme de gauche, et qui n'est en fait que la forme ultime de la vieille hérésie libérale. Dès 1945, à l'âge de 20 ans, il s'engage à la Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC, qui, à sa fondation en 1919, était un syndicat catholique tout à fait dans la ligne de la doctrine sociale de l'Église. Hélas, comme d'autres syndicats chrétiens, la CFTC se laïcise et se libéralise après 1945. Jacques Delors fera partie de la mouvance Reconstruction, un groupe socialiste favorable à la déconfessionnalisation et qui finira par prendre le contrôle du syndicat avant de le transformer en l'actuelle CFDT, c'est-à-dire la Confédération française démocratique du travail. D'abord adepte d'un socialisme plutôt radical mais non marxiste, la CFDT se rallie à la Mitterrandie et évolue dans le même temps vers le social-libéralisme. Dès lors, la CFDT devint un syndicat majeur dans le cadre néocorporatif de la Ve République, soutenant globalement l'action gouvernementale et s'opposant systématiquement au Front National lors des élections présidentielles. Jacques Delors suit la même évolution. Adepte du personnalisme, qui est une variation politique et sociale du modernisme qui eut beaucoup de succès chez les catholiques hétérodoxes d'après-guerre, Jacques Delors participe à des revues comme Citoyen 60 ou encore La Vie Nouvelle, revues dans lesquelles s'exprime un socialisme humaniste avec un enrobage vaguement chrétien. Il s'agit exactement du type de socialisme modéré que Pie XI avait condamné avec force dans Quadragesimo Anno. Le pape de la justice sociale déclarait en effet, à ce sujet, citation, « Si le socialisme, comme toutes les erreurs, contient une part de vérité, ce que d'ailleurs les souverains pontifes n'ont jamais nié, il n'en reste pas moins qu'il repose sur une théorie de la société qui lui est propre et qui est inconciliable avec le christianisme authentique. Socialisme religieux, socialisme chrétien sont des contradictions. Personne ne peut être en même temps bon catholique et vrai socialiste. Cela étant, vénérables frères, vous pouvez penser avec quelle douleur nous voyons, dans certaines régions surtout, de nos fils, en grand nombre qui, gardant encore, nous ne pouvons pas le croire, leur vraie foi et leur volonté droite, ont abandonné cependant le camp de l'Église pour passer dans les rangs du socialisme. Les uns se réclamant ouvertement de son nom et professant ses doctrines, les autres entrant par entraînement ou même comme malgré eux dans des associations qui, explicitement ou en fait, sont socialistes. En ce qui nous concerne, dans les anxiétés de notre sollicitude paternelle, nous nous demandons et cherchons à comprendre comment il a pu se faire qu'ils en arrivent à une telle aberration. » Fin de citation.
Lorsque l'on examine le parcours de Jacques Delors, on ne peut s'empêcher d'y voir l'incarnation même de ce que le pape Pie XI dénonçait avec force dans cette encyclique en 1931. Visiblement, cela n'a pas empêché le site Vatican News de brosser un portrait élogieux de Jacques Delors, présenté comme, je cite, « un homme de foi au quotidien », alors que le même article signale qu'il a participé justement à la déchristianisation de la CFTC, qui était à l'époque l'un des principaux syndicats catholiques. Il est donc permis de se demander quelle est donc cette foi proposée par le personnalisme auquel adhérait Jacques Delors. Rendu populaire par Emmanuel Mounier et Jacques Maritain dans les années 1930, le personnalisme est une philosophie moderniste d'esprit conservateur qui, comme d'autres courants de pensée de cette époque, a cherché à établir une troisième voie entre libéralisme, communisme et fascisme. Le personnalisme, comme le dénonçait avec raison le grand théologien Charles de Coninck, subordonnait le bien commun à la personne humaine, plaçant l'homme au sommet de la métaphysique sociale, au lieu de la personne divine. En cela, le personnalisme a largement contribué à corrompre le message de la doctrine sociale de l'Église, ainsi que ses expressions traditionnelles, telles que l'intégralisme et le solidarisme, dont nous avons déjà parlé dans de précédentes vidéos. On peut dire d'une certaine manière que le personnalisme fut une laïcisation et donc une trahison radicale des principes généraux de l'action catholique. En cela, le personnalisme fut le successeur direct du sillon de Marc Sangnier, condamné par saint Pie X en 1910 par son encyclique « Notre charge apostolique ». On peut sans doute affirmer que le personnalisme, au moins dans ses formes les plus irréconciliables avec le catholicisme, tombe lui aussi sous le coup de la condamnation de Pie XI dans Ubi Arcano Dei Concilio. Par conséquent, le personnalisme doit être considéré, je cite, comme une sorte de modernisme moral, juridique et social, tout aussi condamnable que le modernisme dogmatique. Fin de citation. Certes, tout n'est sans doute pas à jeter dans le personnalisme. Le pouvoir de séduction qu'il a pu exercer sur les hommes de la génération de Jacques Delors n'est pas difficile à comprendre. Conformément à la tradition politique catholique, le personnalisme réclamait un ordre social juste. Il était également hostile au matérialisme, au nihilisme et à l'individualisme de la société libérale, dont il percevait les ravages sur l'anthropologie humaine. Et dans le même temps, le personnalisme rejetait l'étatisme des régimes totalitaires, fascistes et communistes. Jusqu'ici, nous nous trouvons tout à fait en phase avec les positions classiques de l'intégralisme catholique. Le problème, c'est que le personnalisme a séduit une génération idéaliste, héritière de l'éthique chrétienne, mais visiblement embarrassée par les contingences théologiques et morales du catholicisme. Pour remédier à la crise anthropologique de l'homme du XXe siècle, le personnalisme propose une sorte de révolution spirituelle immanentiste, qui se fonde prioritairement dans la vitalité de l'homme ou dans la vitalité de la communauté, au lieu de se fonder dans la loi divine. Cette singularité du personnalisme explique donc pourquoi nous en parlons comme d'un modernisme de droite. Il nous semble par ailleurs que le personnalisme a influencé, et continue d'influencer, toute une partie du courant libéral-conservateur qui se manifeste dans le monde post-catholique après Vatican II. Le personnalisme réclamait un ordre social dont la communauté humaine devait être la fondation quasiment exclusive. Ce n'est donc pas un hasard si le personnalisme inspira ce patriotisme mystique qui se manifesta aussi bien dans certaines politiques de Vichy, du moins dans les premières années, qu'au sein d'une partie de la résistance gaulliste. Ce n'est pas un hasard non plus si le personnalisme inspira plusieurs partisans du fédéralisme européen, comme Robert Aron, Daniel Rops, Denis de Rougemont ou encore Thierry Molnier. Le personnalisme inspira également une partie de ce qu'on appelle la deuxième gauche française, à qui il légua une éthique d'apparence et quelques éléments de langage qui sont d'ailleurs encore parfois utilisés par Emmanuel Macron. Et Jacques Delors se trouve bien évidemment au cœur même de ce processus de subversion qui a lieu dans les années 1960 jusque dans les années 1980. Au final, il suffit de contempler les fruits du personnalisme pour se rendre compte de sa nocivité et du rôle qu'il joua dans l'apostasie politique, et donc théologique, de beaucoup de catholiques du siècle dernier, en particulier dans le domaine de l'action politique. Dans les années 1960-70, la carrière de Jacques Delors prend un essor considérable. Dans les années 1950, il devient rapidement cadre supérieur au sein de la Banque de France. Il est alors membre du Parti socialiste unifié, tout en continuant à écrire dans la presse personnaliste et de militer à la CFDT. En cela, Jacques Delors sera un technocrate tout à fait atypique, à la fois journaliste, militant syndical, fan de cinéma et de jazz et amateur de mode. Il faut d'ailleurs admettre effectivement qu'il était toujours très bien habillé. Homme d'une intelligence supérieure, lui qui avait commencé 12 ans plus tôt comme simple rédacteur à la Banque de France, il intègre en 1962 le commissariat général au plan
comme chef de service et il restera à ce poste jusqu'en 1969. Sous Pompidou, il devient chargé de mission au sein du gouvernement et participe ainsi au projet de nouvelle société élaboré par le Premier ministre Chaban-Delmas. Le projet Nouvelle Société se caractérisait par une volonté de renforcer l'industrie française, de moderniser les équipements publics, de soutenir la formation professionnelle, de faire baisser le coût du logement, de favoriser la concertation entre patrons et salariés, ainsi que de valoriser le modèle de la participation capital-travail au profit des salariés. On peut donc dire que c'est pendant ces années, assez courtes, entre 1969 et 1972, que Jacques Delors donne le meilleur de lui-même, puisqu'il met ses compétences, par la force des choses, au service d'un projet politique vertueux à bien des égards, même si, effectivement, par certains aspects, le projet Nouvelle Société de Chaban-Delmas inaugurait, malheureusement, certaines évolutions vers le progressisme sociétal qui va caractériser ensuite la Ve République. Pour des raisons principalement politiciennes, Chaban-Delmas est contraint de démissionner en 1972. Jacques Delors devient alors membre du Conseil général de la Banque de France. Il rejoint également l'aile mitterrandiste du Parti socialiste. Et c'est ainsi qu'en 1981, il est nommé ministre de l'économie et des finances sous le premier gouvernement de Pierre Mauroy, poste qu'il occupera jusqu'en 1984. Après ce passage remarqué au gouvernement, il restera pendant longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, l'homme du tournant de la rigueur. En effet, François Mitterrand s'était fait élire sur un programme social volontariste, proposant une relance de l'économie par une hausse des dépenses publiques, avec pour objectif, notamment, de réduire le taux de chômage qui était passé de 3% à 5% entre le choc pétrolier de 1973 et l'année 1980. Malheureusement, cette politique ne fonctionne pas. Dans un contexte où des partis adverses extérieurs semblent s'attaquer aux faiblesses du système monétaire européen, ce qu'on appelait à l'époque le SME, qui était le descendant du serpent monétaire, ce qui était le système de stabilisation des monnaies européennes, eh bien, la Banque de France ne parvient pas à se coordonner avec les volontés politiques du gouvernement Mauroy. En l'espace d'un an, le gouvernement Mauroy est obligé de dévaluer le franc, d'ailleurs il le fera à 3 reprises, et il sera obligé de bloquer les prix et les salaires afin de contrer la forte montée de l'inflation. Du coup, les investisseurs internationaux sont refroidis et menacent de délaisser le marché français. Le gouvernement a alors 2 choix devant lui. Soit il maintient le cap, il maintient le modèle souverain français en sortant du SME, donc en sortant de ce système monétaire européen, ou bien il se lance dans une politique de rigueur afin de rester dans les rails de l'intégration européenne. Cette dernière solution implique évidemment de renoncer totalement au programme de relance qui était initialement prévu par Mitterrand et qui était finalement une continuation à la base de la politique néocorporatiste initiée sous De Gaulle, continuée sous Chaban-Delmas, mais qui a été mise à mal notamment sous le gouvernement Giscard. Quelques socialistes de tendance souverainiste tels que Jean-Pierre Chevènement font alors partie des eurosceptiques, qui sont plutôt partisans de la sortie du SME, tandis que Jacques Delors, bien évidemment, se retrouve dans le camp des europhiles favorables au tournant de la rigueur. Et donc c'est ainsi que le gouvernement fera le choix de la rigueur au nom justement de l'intégration fédérale. François Mitterrand déclarera à cette occasion, lors d'un entretien en mars 1983, citation, « Nous ne voulons pas isoler la France de la communauté européenne et nous ne voulons pas nous éloigner de l'alliance atlantique sur laquelle repose une bonne partie de notre sécurité. » Fin de citation. On notera d'ailleurs ici, c'est très intéressant, que le président Mitterrand associait déjà la construction européenne avec l'OTAN, comme s'il s'agissait de 2 contraintes inséparables l'une de l'autre. Ainsi donc, pour contenir l'inflation, Jacques Delors va mettre en place plusieurs politiques, notamment il va supprimer l'échelle mobile des salaires, il va se mettre à vanter le modèle néolibéral de l'économie réganienne, il va également mettre en place la politique du franc fort qui malheureusement va affaiblir l'industrie française, notamment face à la concurrence du partenaire entre guillemets allemand. Serge Lequéo, ancien militant de la CFDT, se souvient d'une grande réunion syndicale à Strasbourg en 1988, au cours de laquelle Jacques Delors exposa fièrement les grands axes de sa politique gouvernementale. Et donc nous sommes ici 4 ans après que Jacques Delors ait quitté le gouvernement. Il est à l'époque déjà président de la Commission européenne. Et donc voici les propos de Jacques Delors rapportés par Serge Lequéo. Citation : « Puisque nous sommes entre amis et en petit comité, je puis vous dire que je suis également extrêmement fier d'avoir réussi à faire 3 choses importantes à mes yeux quand j'étais au gouvernement. Premièrement, j'ai réussi à désindexer les salaires, ce qu'aucun gouvernement de droite n'a jamais réussi à faire alors qu'ils en rêvaient depuis longtemps. Deuxièmement, j'ai réussi à imposer au pays, sans aucune révolte sociale, un plan de rigueur qui a dû faire pâlir Raymond Barre de jalousie.
troisièmement, et surtout, j'ai réussi à convaincre mes amis socialistes qu'il fallait donner la primauté au marché et donc rétrocéder au secteur privé marchand les services publics non régaliens. Fin de citation. Ainsi donc, l'action de Jacques Delors sous François Mitterrand fut principalement la mise en œuvre d'une politique néolibérale qui contribua grandement à la désindustrialisation de la France. Bien sûr, il faut reconnaître que le gouvernement socialiste de cette époque eut à faire face à un contexte extrêmement dégradé, entre les conséquences des deux chocs pétroliers et la politique monétaire hostile de la Banque fédérale américaine. Déjà, dans les années 1970, la pression sur les finances publiques et les premiers signes de désindustrialisation pointent le bout du nez. Et la pression est d'autant plus forte que les élites françaises ne semblent pas savoir comment réagir face à l'irruption rapide de la mondialisation. L'utopie européiste apparaît alors comme une réponse simple, alors qu'elle ne fait que rajouter des blocages dans une situation déjà complexe. Alors pour éviter de trop sortir du sujet, je vous recommande la lecture très intéressante du livre de Nicolas Dufour sur la désindustrialisation de la France dans les années 70 jusqu'aux années 90. Or justement, Jacques Delors faisait partie de ceux qui étaient désormais convaincus qu'il fallait aller vers l'intégration à l'Europe néolibérale. Et cette politique était d'autant plus sournoise qu'elle se fit dans le cadre d'une présidence de gauche qui s'était présentée et qui s'était fait élire justement sur un programme social et progressiste. Les successeurs de Pierre Mauroy et de Jacques Delors, à savoir respectivement Laurent Fabius et Pierre Bérégovoy, puis Jacques Chirac et Édouard Balladur, lors du gouvernement de cohabitation, vont poursuivre sur cette voie. La plupart des entreprises qui avaient été nationalisées entre 1980 et 1984 sont privatisées et le gouvernement se désengage largement de ses précédentes politiques de relance. Dès lors, le néocorporatisme d'inspiration gaullienne, marqué par un engagement patriotique assumé de l'État dans l'économie, avec cette idée de l'État stratège, laisse place à un néocorporatisme d'inspiration néolibérale, dont la vision est de plus en plus européenne et de moins en moins nationale. En effet, ces politiques, même si elles étaient parfois nécessaires, en tout cas dans l'urgence du moment, notamment pour remettre le budget à l'équilibre et combattre l'inflation, ces politiques avaient de toute façon déjà perdu leur sens, puisque la recherche de la compétitivité ou de la souveraineté française se heurtait fatalement, et de plus en plus, aux impératifs de la construction européenne, laquelle semble alors devenir la priorité idéologique d'une partie de l'élite politique montante. L'heure n'était plus à la souveraineté de la France, mais à la souveraineté européenne. Et justement, Jacques Delors va jouer ici un rôle central qui sera le plus important de sa carrière, et malheureusement le plus fatal pour la souveraineté de la France. En 1985, après un accord entre François Mitterrand et Helmut Kohl, Jacques Delors est nommé président de la Commission européenne, un poste qu'il va occuper pendant 10 ans jusqu'en 1995. Ce poste semble littéralement être taillé pour lui. Comme le remarque Gaël Brustier, citation, « Par sa culture politique, Jacques Delors fut un acteur majeur de ces accords et de la construction européenne que l'on connaît aujourd'hui. Toute sa vie, Jacques Delors a conservé la culture de l'action catholique. C'est la culture du dialogue et du consensus qui domine. On ne s'en remet à aucun chef charismatique et on poursuit collectivement des objectifs visant à donner, par enfouissement dans la société, un destin plus conforme à l'esprit évangélique. Acculturé au monde syndical puis à la marche de l'État, Jacques Delors a toujours conservé cette façon de voir le monde et l'action collective. Dans les congrès du Parti socialiste, nul ne se souvient l'avoir vu participer à quelques manœuvres retorses ou à des actions empreintes de mensonges ou de simples violences symboliques. » Fin de citation. Ce propos est extrêmement intéressant. Comme nous l'avons vu précédemment, de par sa formation personnaliste, Jacques Delors a conservé l'éthique structurante de l'action catholique, mais dans une version totalement laïcisée, totalement sécularisée. D'abord mise au service de l'homme qui se déifie par lui-même, par prétention humaniste, et finalement mise au service des forces hostiles au bien commun. En cela, Jacques Delors fut un homme paradoxal, à la fois profondément honnête, mais aussi terriblement dangereux, parce qu'il était justement convaincu d'agir pour le bien de la France et surtout pour le bien de l'Europe. Lui-même était conscient de la chose lorsqu'il déclare, citation, « Ma double appartenance philosophique, à la fois à la social-démocratie et à la démocratie chrétienne, m'ont beaucoup aidé. Je me le suis révélé à moi-même par la suite, parce que l'Europe, au départ, a été fondée par ces deux courants, et ma sensibilité était telle que je pouvais parler avec les deux. J'avais donc de la chance. » Fin de citation. Selon l'économiste américain Ravi Abdellal, Jacques Delors, au cours de sa présidence,
jouera un rôle déterminant dans la dérégulation des marchés financiers, en décidant, je cite, de pousser la libéralisation bien plus loin que ne le prévoyait à l'origine le programme de marché unique. C'est ainsi qu'il va introduire, en juin 1988, la fameuse directive sur les mouvements de capitaux. Ce programme correspond d'ailleurs largement aux idées que Jacques Delors développe dans les années 1980. Ce programme correspond aussi, et surtout, aux volontés du grand patronat européen, réuni au sein de la table ronde européenne qui, en 1985, avait publié un agenda dans lequel on réclamait l'abolition des barrières commerciales et fiscales au sein de la communauté européenne. Il s'agissait d'en finir une bonne fois pour toutes avec le vieux système monétaire européen et la politique des petits pas. Il fallait aller vers la création du marché commun et de la monnaie unique. Et la politique désastreuse à laquelle Delors avait lui-même participé en France devait achever de convaincre l'opinion publique des bienfaits de l'intégration européenne. Tout un paradoxe. Ainsi, en 1986, va être signé l'Acte unique, qui vient modifier le traité de Rome de 1957. Il s'agit de la première fois qu'un traité européen met en place de véritables dispositifs supranationaux. Cet acte unique fixe pour objectif l'établissement du marché commun européen et se fonde sur les fameuses 4 libertés du modèle néolibéral, à savoir libre circulation des marchandises et des services, ce qui implique l'harmonisation des législations nationales, la suppression des barrières douanières et sanitaires, l'ouverture des marchés publics. Ensuite, liberté pour toute entreprise de s'installer dans le pays membre de son choix. Ensuite, libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. Et enfin, libre circulation des capitaux. L'acte unique symbolise le redémarrage du projet européen, puisqu'il ouvre la voie au traité de Maastricht, ainsi qu'à la mise en place de la monnaie unique. Il élargit également les compétences de l'Union européenne. C'est sous la présidence de Jacques Delors que la Commission européenne va devenir un véritable organe exécutif qui s'affirme sans complexe sur la scène européenne et même internationale. C'est également sous la présidence de Jacques Delors qu'est signée la Convention de Schengen, la création du programme Erasmus, la réforme de la PAC et surtout le traité de Maastricht qui instaure l'Union européenne et ses critères de convergence, et qui programme la mise en place de la monnaie unique, l'euro. Même si bien d'autres technocrates tels que Pierre Werner ou Roy Jenkins lui ouvrèrent la voie, c'est à juste titre que l'on appelle Jacques Delors le père de l'euro, puisqu'il fut très actif dans la mise en place des tout derniers détails. Confiant pour l'avenir, il déclare à cette époque « L'euro nous apportera la paix, la prospérité, la compétitivité, et rien que pour la France, il se traduira par la création d'1 million d'emplois. » En 1995, Jacques Delors quitte son poste à la présidence de la Commission européenne. Il est alors au sommet de sa carrière politique, et les sondages le présentent comme étant le grand favori de l'élection présidentielle. Nous sommes alors à une époque de relatif optimisme au sein de la population française. Hormis l'opinion publique politisée, beaucoup de Français se sont laissés séduire par les promesses du rêve européen. Promesses copieusement matraquées dans les médias et même dans les cours de récréation. Cependant, estimant que la classe politique française était trop divisée pour mener les réformes souhaitées, Jacques Delors renonce à se présenter, causant le désarroi au sein d'un parti socialiste qui s'était totalement aliéné une bonne partie de l'électorat de gauche, électorat qui, à raison, s'était estimé trahi par les politiques néolibérales de la Mitterrandie. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois que Jacques Delors renonçait aux candidatures politiques. Il avait plusieurs fois refusé, ou accepté avec beaucoup de réticence, des mandats qui pourtant lui avaient été offerts sur un plateau d'argent par François Mitterrand. Certains diront que Jacques Delors était un homme désintéressé, surtout désintéressé par la petite politicaillerie locale. Et c'est sans doute vrai, c'était un homme intègre. D'autres diront qu'il était un homme suffisamment humble ou conscient de lui-même pour savoir que sa nature réservée ne le prédisposait pas aux grandes campagnes politiques. Mais il est plus probable de dire que c'est dans les palais de l'Europe fédérale, à Bruxelles et à Strasbourg, qu'il se sentait le plus à l'aise, là où il pouvait régner avec ses pairs, loin des regards de l'opinion publique, loin des éructations grossières des parlements nationaux et surtout, loin des référendums populaires. Jacques Delors se retire de la haute politique à partir de 1995 et va alors consacrer le reste de sa vie à faire la promotion de l'idée européenne à travers divers instituts et autres groupes de réflexion. En conclusion, on peut donc dire que Jacques Delors fut l'une des incarnations les plus typiques de cette race d'hommes politiques qui émerge entre les années 1930 et 1950. Des hommes fascinés par le projet européen,
pétris d'une certaine façon par l'éthique chrétienne, mais qui s'éloignèrent de façon si radicale de la foi de leur enfance qu'ils finirent par totalement séculariser leur vision de la politique, de l'histoire et du progrès. Marqué par les horreurs des 2 guerres mondiales, Jacques Delors faisait partie de ces hommes convaincus que l'unification de l'Europe devait se faire pour empêcher le retour des guerres fratricides et pour tenir tête aux nouveaux empires d'Amérique et de Chine. Comme tous les néo-socialistes et les néolibéraux, il pensait que cette unification devait se faire au moyen d'un néocorporatisme dirigé par une élite d'experts et surtout par la mise en place d'un ordre économique et monétaire nouveau. Et à partir de là seulement, par une sorte de mécanique matérialiste de l'histoire, devait enfin émerger, selon lui, l'Europe sociale. Le député LFI Éric Coquerel dit donc vrai lorsqu'il affirme que, je cite, « Jacques Delors, je crois avec sincérité, a pensé que la construction européenne valait de passer par l'édification d'un grand marché unique, adapté aux règles actuelles du capitalisme, c'est-à-dire dérégulation, libre-échange, politique de rigueur, de façon à bâtir l'Europe, et seulement après on verrait apparaître l'Europe sociale. » Fin de citation. Éric Coquerel dit également vrai lorsqu'il regrette que Jacques Delors ait eu des successeurs en la personne de François Hollande ou encore Emmanuel Macron, admettant au passage la véritable origine idéologique de ce dernier. Mais la réalité, c'est que la gauche mélenchoniste elle-même n'ose pas vraiment remettre en cause l'Union européenne dans ses principes. Peut-être justement parce qu'elle partage avec Jacques Delors cette vision dévoyée de l'humanisme. Le problème que pose l'Union européenne, ce n'est pas tellement l'idée d'une Europe unifiée, ou d'un marché et d'une monnaie unique qui en seraient les fonctions logiques. Le vrai problème de l'Union européenne, c'est qu'elle est tout simplement une contrefaçon de l'Europe. Elle reste à ce jour un assemblage incohérent et inefficace d'États-nations qui gardent naturellement des intérêts sociaux, culturels et économiques profondément divergents. Les européistes comme Jacques Delors, malgré la sincérité qu'on leur prête, étaient donc loin d'être des logiciens pragmatiques. C'est par pure idéologie qu'ils ont enfermé la France dans un projet qui ne pouvait que l'affaiblir sur le plan politique et économique, en faisant croire aux Français qu'on pouvait renoncer sans conséquence aux principes élémentaires de la souveraineté. Les conséquences sociales de cette idéologie apparaissent aujourd'hui au grand jour. L'unification politique et économique de l'Europe ne peut se faire que par son unification culturelle et sociale. Seule la chrétienté fut capable de poser les fondations cohérentes à un tel projet. Mais les fédéralistes modernes comme Jacques Delors ont cru pouvoir faire l'Europe par l'intergouvernementalisme libéral et par l'intégration négative, ou, pour employer des termes moins obscurs, par le consensus technocratique et par la force de l'argent. Faut-il donc s'étonner que le personnaliste Jacques Delors ait fini, peut-être même malgré lui, par trahir toutes les causes qu'il voulait défendre? Le catholicisme social, le socialisme, la France, l'Europe. Antoine Héroard, vice-président du Comessé, affirme que, je cite, « Jacques Delors avait une vraie idée de l'Europe, parce qu'il était tout à fait conscient que l'Europe devait grandir dans ses capacités, et pas seulement être une sorte de club économique où les gens partagent un certain nombre d'intérêts. Il avait le souci d'enraciner les institutions européennes dans des valeurs humanistes. Il a plaidé jusqu'au bout pour un renforcement du fédéralisme européen, réclamant davantage d'audace à l'heure du Brexit et à l'heure des attaques de populistes de tout acabit. » Fin de citation. Petite note au passage, je vous rappelle que le Comessé correspond à la conférence des évêques conciliaires de l'Union européenne. Avec le recul, on peut donc dire que l'aventure de l'intégration européenne apparaît comme une folie, où l'on a voulu faire croire que les États-nations d'Europe et leurs siècles de particularités historiques étaient prêts à abandonner leurs intérêts respectifs. Pire encore, on a voulu croire qu'ils en étaient capables, même s'ils l'avaient voulu. Telle était la conviction sincère de Jacques Delors, qui était de ceux qui pensaient que la construction de l'Europe politique se ferait en respectant l'État-nation. Mais il y a ici de toute évidence une contradiction fatale, qui montre que même de grands technocrates, de grands esprits, de grandes intelligences comme Jacques Delors, sont parfaitement capables de se laisser séduire et enfermer par l'idéologie, plutôt que de se conformer au réel. En effet, quelques traités, souvent obtenus de façon malhonnête, ne suffisent certainement pas à effacer plusieurs siècles de construction nationale, encore moins avec un modèle politique à l'idéologie corrosive, qui a fait de l'Europe un enfer multiculturel où la religion des droits de l'homme a remplacé la foi de Charlemagne, et où la pure logique marchande a remplacé l'éthique chrétienne que Jacques Delors était censé défendre de par les promesses de son baptême. Dans ses mémoires, Jacques Delors affirme qu'il fit sienne, durant son mandat, la formule suivante : « L'Europe n'a pas d'autre choix qu'entre la vie et le déclin ». Malheureusement, la réalité, c'est que par idéologie et par orgueil, les européistes ont fait régresser l'Europe de plusieurs siècles. Paradoxalement aussi, sans le vouloir,
Ils permettent aujourd'hui aux nationalistes de réaffirmer la nation comme seul espace de souveraineté et de progrès socio-économique viable. Si le régime actuel ne parvient pas à trouver de dignes successeurs de Jacques Delors ou d'Emmanuel Macron, il est très probable que dans les prochaines années, un parti eurosceptique arrive au pouvoir en France. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette émission vous a plu, vous pouvez soutenir notre travail en faisant un don au projet Mathéo pour la création d'une banque chrétienne, sociale et familiale. Je vous remercie, que Dieu vous garde, veuillez prier pour l'âme de Jacques Delors, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!